Bonjour tout le monde, je suis Martha Blackwell, vice-présidente du Conseil canadien pour l'Amérique. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au quatrième épisode de cette série. La Colombie continue de chercher les centres élections 2026. Et maintenant, c'est un grand plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Sergio Fajardo, candidat à la présidence, ancien gouverneur d'Antioquia et maire de Medellín. Nous avons ici les hôtes de cette série, Sandra Borda, professeure et chercheuse à l'Université des Andes, et Kenneth Frankel, président du Conseil canadien pour les Amériques. Sur cela, je cède la parole à Sandra pour entamer la conversation. Merci beaucoup, Martha. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui et celles qui ont rejoint cette réunion, cette conversation. Et effectivement, nous nous trouvons ici dans un épisode d'une série consacrée au centre en Colombie et aussi les différentes nuances. Nous avons parlé avec beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise avec le centre colombien. Mais cela est exactement partie des conversations que nous avons et depuis 3 ans, nous étudions la campagne électorale. Je pense qu'on a commencé même il y a 4 ans. Donc, on commence cette série de conversations qui veulent justement investiguer un peu ce que le centre politique veut proposer, quels sont les défis et quelle est la vision que les leaders proposent, pas justement pour le processus électoral, mais aussi pour l'avenir, un peu plus vers le long terme. Et avec cela, je veux souhaiter la bienvenue à Sergio Fajardo. Vous savez très bien, nous le savons, il est un candidat du centre politique en Colombie. Et peut-être, avant de l'appeler centre politique, je veux vous demander, Sergio, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette formulation? Est-ce qu'on va la changer dans cette conversation ou est-ce qu'on va garder cette définition du centre politique? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée d'être représentant du centre? Bonjour Sandra, Kenneth et Martha, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour à tout le monde qui est ici avec nous et vous avez utilisé un épithète, c'est même un insulte peut-être. Je, Je ne me suis jamais senti cette classification. Je n'ai pas la définition rigoureuse du centre pour vous dire exactement comment ça. Je suis scientifique, je suis mathématicien, donc j'aimerais bien vous donner une définition claire, mais en soi, je ne peux pas commencer à faire une conférence à chaque fois qu'on me demande si je suis du centre pour expliquer si c'est du centre ou pas. Voilà, c'est la vie. On va voir de quoi on parle ici. Effectivement, de nos jours en Colombie, on nous demande qu'est-ce que c'est les centres, qui est du centre, qui appartient au centre. Mais voilà, c'est la vie. Donc, pour aujourd'hui, on va dire que c'est du centre pour rester euh, sur la ligne du programme. Bien sûr, pour l'économie de langage, parce que j'ai aussi du mal parfois à utiliser d'autres définitions pour ne pas dire centre politique. Donc, je pense qu'on est sur la même page. Cela est très bien. Et avec cela, je veux commencer avec la première question. Et la question est, quel est votre bilan de ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, 3 dernières années en Colombie? Et je me réfère avec cela dans la forme dans laquelle la force s'est consolidée comme opposition ou au moins comme force indépendante. Quel est votre bilan par rapport à ces 3 ans? Comment le centre s'est transformé? Quelle est la différence que vous voyez du centre politique par rapport à il y a 3 ans? Voilà, je répète, je ne parle pas du centre, comment il a grandi. Je vais parler de ce que nous avons fait et de ce que moi, je suis en train de faire. Et voilà, cela est ma signification et vous allez savoir comment demander ou critiquer ce que vous voulez. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Colombie, et avec cela, je parle de mon bilan. À mon avis, la Colombie d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vue. C'est la troisième fois que je suis candidat à la présidence. J'ai eu plusieurs opportunités pour travailler en politique en Colombie. Et d'aujourd'hui, je peux vous dire, la Colombie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Colombie du passé. Et j'explique.
La Colombie, à la base, est un pays de personnes créatives. Nous avons une géographie vraiment complexe et partout en Colombie, on danse, on chante. Cette Colombie-là, aujourd'hui, présente d'autres caractéristiques. La Colombie maintenant a peur. La Colombie a un malaise et a vraiment beaucoup de doutes. Et nous voyons la Colombie, elle est fracturée maintenant. Et je peux te dire tout de suite que cette Colombie, on l'avait jamais vue. De plus, je pense que le gouvernement va avoir cette tâche de gouverner dans cette Colombie, ce sera la tâche la plus difficile jamais eue. Ça, c'est mon avis. Et pour cela, je veux terminer avec ça, on commence la conversation. On va avoir beaucoup de quoi parler. Je pense que pour cela, la Colombie a besoin d'un gouvernement qui réunit la Colombie. Ça, c'est pas de découverte. Bien sûr, tout candidat veut réunir la Colombie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous, je veux vous donner une définition très simple. Je parle de la capacité de comprendre la Colombie, de convoquer, de réunir tout le monde, depuis la gauche vers la droite, pour faire une classification. Et cela, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas juste dire que je veux réunir un pays. Et je le dis à beaucoup de personnes. Moi, je suis en train de vous dire que cela est notre moment en termes politiques. La Colombie n'était pas comme elle est maintenant il y a 4 ans, en 2018. En 2018, j'étais presque président et c'était une Colombie différente. Et maintenant, la Colombie de maintenant n'a rien à voir avec les caractéristiques du passé. Donc, pour le mettre, on va dire, dans une définition du programme, pour vous donner un titre, pour réunir la Colombie, et je simplifie énormément, pour réunir, il faut le faire depuis les centres. Pas n'importe qui peut faire cela, même pas n'importe qui se définit comme le centre. Je vais ajouter une phrase additionnelle à cela. Je vais utiliser une expression spécifique. En Colombie, notre pays, une majorité des Colombiens en a marre de cette confrontation. Nous avons vu déjà cette confrontation avec l'assassination de Miguel Uribe Turbay. Ça, c'est l'intro que je veux proposer. La Colombie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Colombie du passé, avec le président Duque qui a fermé ces cycles de la présidence directe. Nous voyons maintenant le changement qu'on aurait dû voir avec le président Petro, avec le premier gouvernement de gauche en Colombie. On n'avait pas vu cela avant. La confrontation, la polarisation actuelle, elle n'existait pas avant. Donc, en termes de centres, ça va être notre tâche, réunir tout le monde. Voilà, juste une petite question de suivi. Sergio, nous sommes d'accord par rapport à votre diagnostic. Peut-être la question que je vais vous proposer maintenant est la suivante. Depuis l'élection présidentielle du 2020, 2018 et 2022, ben justement, on a vu cette polarisation de laquelle vous êtes en train de parler. Les extrêmes sont de plus en plus éloignés les uns des autres. Et donc, à chaque fois, on voit moins d'efforts à essayer de s'approximer. Donc, juste pour cette équidistance et pour l'idée d'avoir des positions plus modérées, est-ce que le centre a donc plus d'avantages au moment de convoquer le pays pour réunir ces extrêmes? J'aimerais en savoir plus sur ces mécanismes que vous allez utiliser parce que, bien sûr, la confrontation du centre avec la gauche dans l'élection passée n'a pas été facile. La gauche a commencé à s'éloigner chaque fois plus et elle a critiqué à chaque fois plus le centre aussi. Et cela peut se dire de la droite aussi. Donc, comment pouvons-nous résoudre cela?
Est-ce que le centre, est-ce que vous avez senti cette violence, cette agressivité dans la discussion politique et depuis les extrêmes vers le centre? Comment, dans cette position, euh, vous allez pouvoir résoudre cette situation? Comment le pays va pouvoir surmonter ces différences et cette polarisation? Très bonne question. On va passer un petit moment sur cela. Je vais vous expliquer ce que nous faisons aujourd'hui. Avant tout, les extrêmes, ils crient. Donc, les cris, on les entend tout le temps. Ce qu'ils veulent, c'est justement la polarisation, la confrontation. Donc, sur beaucoup de thématiques politiques, ils vont dire on va lutter contre le centre. Mais moi, je ressens les contraires. C'est là la narrative qu'ils veulent utiliser. OK? Ils existent que la droite et la gauche. Il n'y a pas d'autre chose. Ça, c'est une stratégie politique, nous éliminer depuis le début, mais cela est faux parce que la majorité des Colombiens ont ras-le-bol de cette confrontation, je vous ai dit. Donc, c'est un silence en beaucoup de termes. C'est une partie de la population qui ne sort pas avec des cris sur les réseaux sociaux. C'est une majorité silencieuse. La majorité des personnes qui sont en train de nous écouter, ils sont d'accord avec nous. Et dans cette stratégie, je dis justement, il faut commencer à considérer cette majorité. Elle est silencieuse, mais elle doit commencer à parler. La force du silence doit crier, mais pas crier contre les autres. On ne peut pas entrer dans cette confrontation. Ils ont des qualités extraordinaires. Il faut commencer à dire, par exemple, c'est dimanche sur WhatsApp, on va écrire à tout le monde, je ne suis pas d'accord avec cette polarisation. Ils vont recevoir des insultes, oui, mais nous devons éliminer cette peur pour pouvoir parler, pour lutter. Donc, et nous avons des conseils des analystes qui disent même que le centre n'existe pas. Et à mon avis, cela est complètement faux. Ce n'est pas du tout le cas. Et je vais vous présenter quelque chose que pour moi est très importante et j'ai su apprendre dans les années. Et je vais vous montrer cela pour vous montrer comment nous allons gagner euh, en 2026. Avant, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. C'était pas ma forme d'être dans le monde. J'étais mathématicien, j'étais professeur, je voulais dire beaucoup de choses. Je participais pas dans la vie des réseaux sociaux. Et depuis l'année passée, j'ai appris à parler d'une forme différente. J'ai dû apprendre à comprendre comment cette communication se déroule sur les réseaux sociaux. J'avais une image différente. Quand nous ressentons tous ces cris, ces luttes, ces insultes, ces mondes cachés derrière un commentaire de quelqu'un qu'on connaît même pas, des insultes, voilà, euh, j'ai pensé que ça s'arrêtait là, mais ça, c'est faux. Donc, j'ai commencé à apprendre avec beaucoup de succès. J'ai appris qu'on peut parler sur les réseaux sociaux, on peut communiquer avec beaucoup de personnes. Nous avançons sur cela. Nous sommes en train d'aller de l'avant, mais je ne suis pas en train d'insulter les autres, je ne suis pas en train d'accuser euh, cela, l'un et l'autre. Nous écoutons. Vous préoccupez pas, ne pleurez pas sur les commentaires de haine ou d'insultes. On veut commencer à entendre d'autres choses. Ce n'est pas un monde facile. Je parle toujours du bullying dans d'harcèlement scolaire, dans les écoles. Cela a été horrible. Et les victimes est restée silencieuse. On ne pouvait pas parler. Il y avait toujours quelqu'un plus fort physiquement. Et donc, on était toujours des victimes. Et l'idée même des hommes seuls dans la ville de Medellín dans les 60, dans les années 70, mais cela n'est plus le cas. La Colombie est différente. Nous sommes dans une grande lutte d'expression, des narratives. Mais je veux le dire, personnellement, nous avançons bien. Nous avançons extrêmement bien. Bien sûr, nous sommes dans une lutte politique.
La confrontation est là. La Colombie ne veut pas reculer, ni elle veut rester ici. Et c'est pour ça que nous avons utilisé cette expression dans notre campagne, aller de l'avant. Nous sommes dans cette confrontation et nous sommes là. Avec n'importe qui, nous allons dire que nous ne voulons pas reculer, nous voulons aller de l'avant. Donc, c'est important de faire cela. Et dans les enquêtes, dans les statistiques, vous savez qui est au top 1? Ben, vous parlez avec le prochain président de la Colombie. Je suis là. Gracias, Sergio. Ben voilà, merci Sergio, merci pour votre Ya intervention. se ve que de un proceso de autorreflexión ya aprendiste, Il est si évident que puedes vous avez mené un definirlo, processus de réflexion et vous en avez eso appris está bien. vraiment Todos beaucoup. los Mais científicos oui, beaucoup, vraiment. aprenden en la vida, ¿no? Bien sûr, tout le monde doit apprendre dans la vie. Dijiste Vous avez dit quelque chose que d'intéressant. Vous avez dit cambiado que vous avez la appris manera de comunicar. à améliorer et changer la forme des communications, votre manière de La pregunta communiquer. que tengo yo es, La question que j'ai donc ¿has cambiado un pour poco vous est la suivante. el Est-ce que mensaje? O sea, le antes message a creías que tu changé? mensaje Il y a siempre ha sido 7 ans, il y a positivo, 3 ans, votre con message temas de était, si seguridad, on parle des thématiques comme la pero sécurité, gran entre parte de autres, la et educación, l'économie, ¿no? vous mettiez Dice beaucoup de que priorités sur es l'éducation. un Je tema comprends que principal. l'éducation est encore Más allá de eso, un sujet ¿has important, mais au-delà de reflexionado? cela, je me demande, ¿Has hecho una autorreflexión de los est-ce mensajes que vous que diste avez desde la campaña? Más allá, mener hablaste de une silencios, auto-réflexion sur votre message, sur silencios votre de la oposición. campagne. Est-ce que vous voulez parler un peu de cela? Oui, bien sûr. Je propose une petite parenthèse commerciale ici. Je suis professeur dans l'université publique de Monterrey. J'adore cette université, l'université de Monterrey au Mexique en particulier, et cela me donne la possibilité de réfléchir sur ce que j'ai appris. Vous savez, ça fait longtemps que j'appartiens au monde de la politique. J'ai commencé il y a 25 ans. Ici, vous me voyez, j'ai 69 ans et j'ai commencé quand j'en avais 45. Vous pouvez le dire. Mon âge, ce n'est pas un problème. Cependant, j'ai eu la possibilité de réfléchir. J'ai analysé beaucoup des leçons qu'on a tirées. J'étais presque président en 2018. C'était une différence de 200 000 votes et c'était le candidat. Moi, j'étais professeur et la politique en Colombie à ce moment-là était différente. Je ne vais jamais arrêter de dire que je suis professeur, que l'éducation est un projet de ces pays. Si vous regardez les statistiques maintenant, avant tout, nous voyons la sécurité, la santé, et l'éducation arrive au 8e lieu. Donc, quand on parle à l'analyse avec les analystes, apparemment, ils disent l'éducation n'est pas un problème économique. Ce n'est pas le cas. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris en 2018 dans l'enquête qu'on a menée à ce moment-là. Avant tout, avec Carl Lemoine du Centre national des consultations, tout le monde était en train de parler, de converser. Tout le monde sait que dans la politique, tout le monde me dit, il faut pas parler comme ça, il faut pas dire cela, n'utilisez pas cette chemise, utilisez ce type de termes, répondez à cette personne-là. Voilà, ça c'est normal, c'est partie du monde politique. En 2018, nous avons commencé avec une différence de 15 points et j'étais pas à ce moment, j'étais pas à cette heure-là, mais dans les primaires, j'étais pas là et nous étions partis de cette discussion et tout le monde me disait, vous devez parler plutôt du logement, des santé, voilà. On me disait tout le temps qu'il fallait pas parler autant de l'éducation, il fallait même pas dire que j'étais professeur à leur avis, parce que les professeurs n'ont pas beaucoup de pouvoir et on va parler de sécurité. Et Sandra, professeure, elle comprend bien. Donc, on a dit que l'éducation était dans une mauvaise position des statistiques. Maintenant, l'éducation, l'éducation, apparemment, n'est pas un problème maintenant. Mais dans ces réunions, et je parle de 2018, hein, on m'a dit,
Sergio, n'arrêtez jamais de parler d'éducation parce que quand on parle de Colombie, le premier mot qu'un Colombien ou une Colombienne dise quand on parle des problèmes du pays, on parle d'éducation. Et je vous dis, dans tous mes entretiens, personne ne me demande d'éducation, mais je parle de ces sujets. Et en 2018, OK, il y avait des raisons en termes d'analyse politique. Sandra, on n'a pas vraiment mené une analyse par rapport à ce qui s'est passé en 2018. En 2022, c'était une coalition, on parlait de tout, on parlait de rien, il y avait un centre, il n'y avait pas de construction politique. Et au lieu de parler des autres personnes, parce que je pensais que j'avais appris assez en 2018, donc je me suis dit, je ne vais pas parler des d'autres personnes. Donc, en réfléchissant, je me disais, je vais parler de moi-même. Je ne vais pas dire à la culpabilité à lui ou à l'autre. Voilà, non, on va pas parler de cela, on va pas se préoccuper de cela. Et j'assume la responsabilité. J'ai perdu la responsabilité politique et c'était mon erreur. Mais la vie continue, donc je parle de beaucoup de choses différentes ici, et pas juste la communication, pas juste les tons de la voix ou la forme de répondre, mais aussi que je comprends les problèmes, j'aborde les sujets avec des possibles réponses depuis un espace différent. À chaque entretien, on me dit, on a un nouveau Fajardo. Merci pour m'inviter. Exactement, c'est un nouveau Fajardo et c'est comme ça qu'on le fait maintenant. J'ai appris et je n'avais pas compris avant la dimension de la communication. Je viens depuis l'extrême de la raison pure. Je suis la logique mathématique. Pour moi, le monde, l'esprit humain, c'est les mathématiques. Au-delà des émotions, c'est difficile. Dans les lois mathématiques, il n'y a pas d'émotion, mais j'ai compris maintenant. Donc, j'ai appris comment il faut parler d'une autre forme, d'une manière différente. Et ça, c'est fondamental dans la campagne comme maintenant. Je parle de beaucoup de choses, mais d'une forme différente. Je suis candidat maintenant. Il y en a 80. Je ne sais même pas combien de candidats il y en a dans cette discussion. Ils sont en train de faire campagne maintenant. On ne sait pas combien de candidats on va avoir après décembre. Peut-être certains n'ont pas avoir les signatures nécessaires. Chacun dit ce qu'il veut, mais ma campagne est différente et je suis différent. Et cela met mal à l'aise certaines personnes, mais il n'y a rien de mauvais dans cela. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire. Elle est différente. Le chemin politique sur lequel on marche maintenant est différent. Nous avons construit un mouvement civique en janvier au Medellín et j'ai appris à marcher à ce moment-là. Je n'ai jamais été dans la politique pour être président de la Colombie. Quand j'ai commencé à être maire à Medellín, je n'ai pas dit je veux être maire juste pour être président. À ce moment-là, on voulait transformer Medellín. Le chemin est différent, la forme de faire politique est différente. Un parti politique a une construction différente avec ses avantages et ses faiblesses. Chaque chose a des avantages et des faiblesses, mais je suis là pour principe. Quand je vous ai dit, j'ai 69 ans et je vais être le président le plus vieux de Colombie, 70 ans, 70 ans, imaginez-vous. Sergio, moi, j'ai 73 ans, donc je peux vous dire, vous êtes jeune dans ma façon de voir. Mais oui, Sandra est un petit bébé à côté de nous, hein. Et c'est pour ça qu'on commence à impliquer une nouvelle génération. Merci pour être là. Une petite question de plus, si vous me permettez, sur cette thématique. Como tú dices, la seguridad es la prioridad número uno, se supone, según las encuestas. Comme vous dites, Escuchando lo que acabas de decir, d'après les statistiques, la sécurité est le premier sujet seguridad d'importance en Colombie. Bien sûr, vous pouvez parler de la sécurité, de votre plan, la différence entre la gauche et la droite. lo que yo acabo de escuchar, Cependant, tú estás ce hablando que je viens d'écouter est que vous de parlez la plutôt prioridad de demostrar de la tu priorité capacidad de de liderazgo. démontrer votre capacité de leadership, Viendo ahora en Colombia surtout en los dans últimos años, que le sigue panorama de siendo la Colombie maintenant et depuis quelques années, je pourrais dire, pues
nous avons vu des idées par rapport à ce qui manque dans la Colombie. Et ce qui manque dans la Colombie, apparemment, est le leadership. Donc, est-ce que cela est partie de votre campagne de démontrer que réellement vous avez été un leader fort et que maintenant vous allez pouvoir être le leader de la Colombie? Bien sûr, cela est partie de ce qu'on fait. Gouverner est très difficile. Apparemment, maintenant, tout le monde peut être président, gouverneur, maire, mais il est difficile. Gouverner est vraiment difficile. Il faut comprendre le niveau de complexité des villes, des régions, des départements et l'expérience ne peut pas être improvisée. Une personne se transforme et apprend. J'ai été choisi le meilleur gouverneur de Colombie et je le dis avec beaucoup d'orgueil. Personne ne me demande, ah, vous avez été choisi les meilleurs maires, les meilleurs gouverneurs, comment vous pensez cela? Personne ne me demande cela, donc c'est moi qui dois le dire. Et c'est pour ça que je le dis, et je le dis orgueilleux, parce que je pense qu'il y a des caractéristiques à souligner, la capacité de convoquer des équipes pour résoudre des problèmes. J'ai cette capacité et j'adore être le leader, j'adore gouverner. Dans le sujet de la sécurité, je vois des personnes qui n'ont jamais vu un policier de la vie, mais ils crient, ils insultent, et juste pour pouvoir crier, les autres personnes disent, ah voilà, cette personne est la bonne personne pour résoudre la sécurité. Moi, j'ai été maire, j'ai dû résoudre le problème de sécurité à Medellín. J'ai été gouverneur d'Antioquia. J'ai dû convoquer beaucoup de personnes et résoudre la sécurité du département d'Antioquia. J'ai dû travailler avec des charges différentes de l'armée, de la police. Personne m'a demandé ou a demandé avec quelqu'un qui travaille avec moi comment est-ce que Fajardo mène un conseil de sécurité. Comment est-ce que Fajardo travaille avec chaque personne, avec chaque membre de la police? Moi, je montre toujours mon respect. Je respecte toujours et je vais traiter tout le monde d'une forme décente. Avec la décence, je ne vais pas commencer à insulter pour me montrer comme si j'étais courageux. Et cela n'est pas un présent. Personne m'offre un présent de ce type. Je dois dire moi-même que j'ai travaillé dans ma terre, dans le département d'Antioquia et j'adore mon territoire, mais le niveau de complexité de la sécurité est, incroyable. Là-bas, il y a les cultures des coca illégales, les clans du Golfe. Nous avons beaucoup de complexité. Medellín a été la ville la plus dangereuse du monde. Medellín a eu des centaines d'assassinats par des 100 000 habitants. Ça a été la ville la plus dangereuse en 1991. Et je suis orgueilleux que ce n'est plus le cas. J'étais maire de Medellín, j'ai travaillé avec la sécurité. Il faut comprendre ce niveau de complexité. Il faut compter sur cette expérience. Il faut montrer qu'il faut savoir comment gouverner, comment considérer le niveau de complexité. Bien sûr, c'est moi qui dois le dire parce que personne le dit. Bien sûr, chacun va se vendre et va vendre ses avantages, mais ici, je dois le dire, il faut montrer les caractéristiques nécessaires pour gouverner la politique dans les contextes politiques de la Colombie. Voilà, je suis là. Et nous, pas juste, je parle de moi-même, mais nous. Je parle de moi-même, mais en fait, il y a toute une équipe et je le dis avec conviction, avec énergie et avec plaisir. Personne offre cadeau de ces caractéristiques, c'est moi qui dois les mentionner. Digamos, tú dijiste, lo dijiste en esta ocasión y lo dijiste y lo has dicho en un par de entrevistas. em, Bah, tú vous l'avez déjà dit, vous l'avez dit dans certains entretiens hiciste un balance par muy rapport bueno y à dijiste, usaste la au frase bilan des perdí coalitions el tiempo y intérieures. perdiste Vous l'avez dit la ici identidad aussi, vous avez dit política que vous de aviez esta coalición. perdu l'identité politique dans le scénario de cette coalition Veamos un poco passée. más, digamos, el Je ejercicio me demande político donc, dentro de Colombia dans en l'exercice cuanto a d'arriver au imposible. pouvoir en Eh, Colombie, on sait qu'arriver Recientemente sans coalition est ya está impossible. Et c'est pour ça que nous digamos, reconnaissons que vous avez déjà gobernando une coalition pour cette confortablemente nouvelle por el tiempo en el élection que qui estamos ahora. est formée par le Eh, MIRA et le nouveau libéralisme de ¿Cuál es el maintenant. balance J'aimerais que vous nous político offriez un específicamente? bilan par rapport Es la à l'aspect le situación plus o el concret escenario de entre los dos
cette analyse, de cette comparaison des types de coalitions, la coalition du passé, la coalition d'aujourd'hui. Et j'aimerais savoir concrètement pourquoi vous sentez que la coalition d'aujourd'hui est la coalition qui va gagner. Ben voilà, j'ai du temps, cela est bon, donc je vais vous offrir ma réponse. En 2018, nous avions une coalition. On va juste dire les, les noms, mais voilà, c'était la coalition qui a recueilli des signatures sans payer. Nous avons réuni les signatures sans payer. Après 25 ans, nous avons un réseau qui travaille partout dans le pays. Elle est coordonnée et personne a eu un poste pour travailler ou être mon ami. Tout le monde travaille avec conviction. Nous étions réunis, nous avions un objectif commun. Cependant, en 2022, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas donner des détails des autres, etc. Je vais juste parler de moi-même. Je ne vais pas parler des choses vraiment mauvaises que j'ai vues, mais je peux vous dire que j'étais dans une réunion avec des hommes politiques. Tout le monde voulait être candidat de cette coalition. Et je vous offre, et ça c'est le pire que je vais dire, est-ce que vous pensez qu'on s'est assis, et je parle des personnes intelligentes, capables, je ne dis pas cela. Est-ce que quelqu'un s'est assis à penser comment est-ce qu'on veut une Colombie différente? Est-ce qu'on s'est assis à discuter avec une modératrice comme Sandra Borda en présentant l'idée du centre? Non, on n'a jamais fait cela. On n'a pas eu de débat de ce type et, et je suis programmatique, je dis dans le sens de l'inquiétude et je dis juste cela. Voilà, ça n'a pas marché, on ne s'est pas assis, on n'a pas parlé et on n'a pas eu cette idée. Et en fait, on me dit, ah oui, c'était le problème de l'ego de Fajardo. Fajardo pense qu'il est le seul bon candidat. Voilà. OK, ça, c'est du n'importe quoi. Estime de soi, bien sûr. Est-ce que je vais dire ici que je suis le prochain président de la Colombie sans avoir l'estime de soi? Bien sûr que non. Est-ce que je vais être à Barranquilla en juillet en disant je vais résoudre vos problèmes sans l'estime de soi? Non. C'est bien sûr qu'il faut que j'arrive ici et que je dis je vais être le président. Mais maintenant, je parle de la forme de faire politique et je dis ça avec conviction. Le premier pas pour transformer la Colombie est changer la forme de faire politique. Ah oui, tout le monde me dit, ah oui, mais la forme est essentielle, les gars. La forme est essentielle. Sur le gouvernement de Petro, on devait lutter contre la corruption. Et en fait, on a vu des gens qui ont dit ça, tout est permis, il fallait gagner coûte qui coûte, on l'a vu, ils ont dit cela. Je parle de ce qui est déjà là. Ils ont vendu l'âme au diable. On avait Armando Benedetti là, et maintenant il est ministre de l'Intérieur, il est ambassadeur, voilà, voilà. On a un pasteur Sada aussi. On le voit dans les chaos plus total de ces gouvernements, mais Petro, Benedetti et Saya, oh là là, on sait très bien de quoi on parle. Donc, je crois ça, cette coalition était un échec. J'ai gagné les primaires. Mais ça a été un échec total et j'assume ma responsabilité. Je ne parle pas des autres, hein. Je ne vais pas parler des autres. J'ai vu des choses vraiment mauvaises, à mon avis, mais je ne vais pas parler de cela. Je me suis dit, on va aller de l'avant. Mon esprit est, n'est pas sale, mon esprit est propre. On va de l'avant. Et j'ai entendu aussi des gens me dire, ah oui, Fajardo, il va toujours commencer à dire cela. Voilà. Mais je suis là pour vous dire le suivant. On va vers l'avant. Et ça, je le dis partout. Et moi, j'ai voté blanc 2 fois. Et on m'a insulté de toute forme possible parce que j'ai voté blanc. Et je suis ici et je vous l'ai dit, regardons où on est avec cela. Il n'y a pas de statistiques publiques, mais tout le monde a des enquêtes. Et vous savez que, et je vous l'ai dit, nous sommes au top 1. Et je ne vais pas dire non, ce n'est pas mon moment. Non, 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 c'est bien notre moment. Je suis résilient, j'ai conviction. On est là, on lutte, on veut le faire. Ça, c'est l'esprit, c'est un esprit différent, c'est un autre moment. On va vers l'avant, on veut aller de l'avant.
Oui, bien sûr, on a besoin des coalitions pour gagner. Voilà, je peux vous dire un autre exemple. Et je suis mathématicien. Rodolfo n'a pas gagné parce qu'il ne voulait pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est mon opinion. On peut le négocier, on peut le débattre. Mais ça c'est mon idée. Rodolfo allait pouvoir gagner sans coalition. Ce n'est pas un exemple d'homme politique que je veux suivre, voilà. Mais je parle d'élections. Ça, c'est des bons exemples pour la Colombie. Ce que j'ai dit, et en fait, beaucoup de gens disent on a besoin d'une personne, tout le monde contre Petro, mais ces personnes disent aussi le problème est l'ego de Fajardo. Et le problème n'est pas l'ego de Fajardo. Le problème, c'est comment nous représentons la politique. Il y a des personnes avec lesquelles je veux travailler. Et bien sûr, il y a des personnes avec beaucoup de valeurs dans tous les spectres politiques. Donc, on va travailler avec tout le monde. C'est ça que je dis quand je parle de convoquer la gauche et la droite et le centre. La politique a une lutte. Les candidats doivent se montrer. Beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir recueillir les signatures. Normalement, il faut avoir de l'argent pour avoir ces signatures. Avant, c'était des bénévoles, euh, des, des- des campagnes, de recueillir des signatures, c'est différent maintenant. Ce n'est pas comme on le faisait avant. L'atmosphère maintenant est différente, donc il y a des gens qui doivent se montrer, donc ils font des examens toxicologiques pour montrer qu'ils ne prennent pas des drogues, et donc ils vont dans des entretiens et ils disent, Petro, allez faire l'examen toxicologique. Je ne vais jamais dire cela. Je ne vais pas arriver à insulter quelqu'un pour me montrer. Et on me dit, vous êtes timide, mais ce n'est pas de la timidité, c'est du respect. Donc, analysons ma campagne. Je ne vais pas regarder les autres. On m'a insulté de tous les différentes parties du spectre politique. Et je vais vous dire, on va le voir. En décembre, on va voir, au lieu de 80, il va y avoir 3 ou 4. Chacun maintenant va devoir se présenter, se montrer. Bien sûr, chacun doit se vendre, chacun a sa carrière politique, mais mon schéma politique est différent par rapport à tout le reste. J'ai eu 2 campagnes déjà comme candidat à la présidence. Personne a eu ça. Chacun a son chemin, chacun a son histoire, ses leçons tirées, ses expériences. Chacun est dans la politique pour ses raisons. On va parler de cela. Mais aujourd'hui, dans les circonstances actuelle, je vais vous dire, je suis président de mathématiques de l'Université nationale des Andes et de l'Université de Monterrey et j'ai commencé à 43 ans après être professeur titulaire, après euh, travailler dans le monde scientifique de la Colombie et du monde. J'ai changé de vie parce que je voulais lutter avec la même conviction pour être président. Merci beaucoup, Sergio. Je veux peut-être revenir en arrière sur les sujets qu'on a mentionnés tantôt et les défis aussi de l'économie colombienne actuelle. Quelles seraient les bases de votre plan économique pour la Colombie et si vous voulez, comment est-ce que cela est différent des autres? Ben voilà, Ken, c'est dommage parce que les autres, c'est qui? Je pense que nous ne sommes pas au moment des propositions. Je vais vous répondre, mais je pense qu'on est loin encore de cela parce que nous parlons des autres, mais les autres ne sont pas candidats aussi. Mauricio Cardena est une personne intelligente. Il a été ministre, il comprend des finances, il est parti de cela, mais cette campagne, elle est précipitée. Et je vais vous dire quelque chose de plus pour Sandra et tous les autres qui nous écoutent. Il manque un an et je pense qu'il nous manque beaucoup. Un an de distance veut dire que ils vont se passer beaucoup de choses dans le système de santé, dans le système économique. On parle du congrès maintenant, dans le congrès du bilan budgétaire, des réformes budgétaires, des réformes fiscales de l'année prochaine. Les économistes parlent de réduire la taille de l'État, mais on parle aussi des réformes légales, budgétaires, et cela a besoin d'une réflexion plus profonde.
on parle de sécurité, par exemple. Il y a 4 sujets que tout le monde mentionne. La sécurité, la santé, la thématique énergétique et les déficits fiscaux. Nous savons déjà ce que la dette que nous avons veut dire. Les intérêts sont beaucoup. Il nous prend de l'argent de l'index social. Tout le monde peut dire cela. Mais si nous voulons résoudre le problème de la sécurité, ben, il faut renforcer la force de l'ordre. Si nous n'avons pas une force de l'ordre solide et forte, nous ne pouvons pas construire la paix. Et cela est une leçon tirée, on le sait déjà, on négocie depuis 1982. Depuis ce moment-là, on négocie. On n'a pas arrêté de négocier. 40 ans de négociations. C'est une leçon apprise. Et au moment, nous sommes dans une situation dangereuse en Colombie. On a vu ce qui s'est passé à Cali, à Amalfi, en Florence. Ce n'est pas une série d'accidents. Ça, c'est une accumulation d'erreurs et le coût est très haut. Il faut récupérer la capacité opérative des forces de l'ordre. À Amalfi, en Antioquia, peut-être que vous ne le savez pas, mais en Antioquia, dans le monde rural, loin de Medellín, ils ont descendu un Black Rock, un hélicoptère avec un drone. 12 policiers ont été assassinés. La capacité opérative des forces de l'ordre, elle est complètement détériorée. Maintenant, je travaille. En fait, cette semaine, je suis en train de travailler et j'ai déjà convoqué les généraux, des membres de la police. Je parle avec beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi, qui savent comment il faut travailler avec la capacité et l'idée de récupérer la capacité des forces de l'ordre. Deuxième chose, combien de personnes se sont retirées des forces de l'ordre, l'armée et la police? On m'a donné des données et les données disent qu'il y a des 100 000 personnes qui se sont retirées. Cali a besoin de plusieurs policiers. La Colombie a besoin d'avoir plus de policiers. J'ai entendu un cas d'extorsion la semaine passée. Cela est le cas de la Colombie entière. Il faut récupérer la capacité d'incorporer des personnes de forme rapide aux forces de l'ordre. Comment allons-nous renforcer la police? Comment pouvons-nous ramener des personnes qui se sont retirées de la police pour retourner et faire le travail administratif? Et les personnes du travail administratif, il faut les ramener aux rues pour résoudre les problèmes. Nous travaillons sur cela et cela coûte de l'argent. Il faut récupérer la morale de la force de l'ordre. Il y a un mois, j'ai entendu le ministre de la Défense, je ne le connais pas, il était très heureux parce qu'ils ont pu sauver 57 membres de l'armée sans une confrontation. Et ça, c'est la deuxième fois qu'ils arrêtent des militaires et la population les arrête, enlève les armes et maltraite aussi. Il faut récupérer la morale des forces de l'ordre. Le prix de cela, on est en train de les calculer. Les prix de leur santé, et je parle depuis la perspective de la finance parce que vous avez parlé de cela, et je vais vous montrer la complexité de cette thématique pour la réforme budgétaire. OK, la santé. Nous avons un problème de 32 billions de pesos colombiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous dire les deux choses qu'on va faire immédiatement. Avant tout, s'il y a un problème urgent, vous entrez tout de suite à le résoudre. Donc, avant tout, il faut créer un fonds économique d'émergence, d'urgence pour faire des choses rapides. Avant tout, ouvrir des services qui se sont fermés à Bogota, à Medellín. Ils sont en train de fermer des services d'urgence, des pédiatries, des santé mentale. Imaginez si dans les villes cela se passe, qu'est-ce qui se passe dans d'autres zones rurales? Nous avons besoin d'un flux d'argent pour permettre aux hôpitaux et aux cliniques d'opérer, d'agir. Et cela est urgent. Il faut le faire tout de suite. Médicaments aussi, nous avons un problème avec les médicaments en Colombie. Pas mal de personnes en Colombie ne reçoivent plus les médicaments qu'ils recevaient dans le passé. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Est-ce que vous savez qui
gaspille plus d'argent dans les médicaments en Colombie, les plus pauvres. Nous avons vu les 12% de l'argent que les personnes ont, genre vraiment peu, ils sont en train de l'utiliser pour acheter des drogues. Il faut vraiment comprendre avec clarté quels sont les besoins des médicaments pour résoudre les problèmes pour tout le monde et toute la population de la Colombie. Nous allons convoquer tout le monde. J'ai participé à un forum sur la santé la semaine passée avec tout le monde, tous les acteurs, les parties prenantes et je vais représenter l'État de la Colombie comme président et je vais dire à tout le monde, on ne va pas se lever d'ici jusqu'à trouver une solution. Et la corruption est grande. Personne ne veut dire ces mots-là, mais la corruption existe. Il faut comprendre d'où cet argent arrive. L'État colombien ne va pas les payer et nous allons voir quelles sont les responsabilités de l'État colombien. Il est nécessaire de recalculer l'UPC. L'UPC en français serait l'unité de paiement par capitation. C'est un mécanisme de financement du système de santé colombien. Les EPS aussi, les organismes assureurs du système de santé colombien. Il faut penser à cela. Il faut comprendre d'où la dette vient, elle appartient à qui et comment nous allons la payer. Nous sommes en train de calculer combien d'argent nous allons nécessiter et ce n'est pas un calcul facile. Aussi, la thématique énergétique du Caribe, si cela arrête de fonctionner, la Colombie entière va en souffrir. Donc, vous avez entendu parler de beaucoup d'éléments différents, le détériorement du Caribe à cause du manque de restauration du système énergétique. Cela doit être résolu vite fait, rapidement. Donc, il faut calculer, il faut comprendre comment cela peut marcher avec une réforme budgétaire. Nous n'allons pas nommer des gens, euh, nommer des personnes pour faire un travail qu'ils ne vont pas faire en fait là-bas. Cela ne va pas passer avec moi, ça ne va pas être un problème. Mais la dette économique que nous avons est énorme. Nous devons respecter la règle fiscale, mais nous devons tracer une ligne, un schéma pour aller de l'avant. Nous sommes en train de recopiler les impôts du 2026 et le gouvernement suivant ne va pas recevoir une bonne situation économique. Nous allons devoir travailler sur cela. Il nous manque encore. Et il faut comprendre cela parce qu'il est très facile de dire, mais oui, arrêtez, fermez des ministères et voilà, c'est la solution. Non, la chirurgie qu'il faut faire ici est nécessaire. Il faut vraiment le calculer. Et cela est un défi pour la Colombie. Nous comprenons la politique de la même forme, la transparence, le respect vers tout le monde, l'activité de la production, de l'entrepreneuriat en Colombie, elle est vraiment nécessaire, mais la clé est la transparence pour ne perdre même pas un pesos. Voilà, pour continuer sur des sujets importants en Amérique latine, nous sommes sur un nouveau processus. Et cela n'est pas juste le cas de la Colombie. La société civile se préoccupe à chaque fois plus pour la thématique internationale. On peut parler de Trump et ce processus de grande transformation que nous voyons dans le monde. C'est un sujet d'espère, c'est un sujet niche et les personnes commencent à être vraiment inquiétées pour cela. En Colombie, encore plus, la tendance s'empire. C'est pour ça que j'aimerais vous demander quelque chose par rapport à cela. J'aimerais que vous nous racontiez votre diagnostic par rapport à ces dernières 3 années entre la relation de la Colombie avec le monde et aussi votre diagnostic par rapport à votre plan pour aller de l'avant. Voilà, le diagnostic, elle est chaos. Bah, on peut le regarder vite fait à quelle heure le président se réveille pour publier un tweet. Et sentez-vous libre de présenter une objection. Cela n'est pas la forme
de mener des relations internationales. Kenneth, Sandra, vous êtes des membres de la communauté internationale, vous êtes des internationalistes. Moi, je suis un mathématicien. Il faut comprendre la relation avec chaque pays, avec les États-Unis en particulier. Les présidents Trump, que j'aime bien ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais moi, je représente les intérêts de la Colombie. Je serai président de Colombie et cela est indépendamment du fait qu'un président m'aime ou pas. Donc, il faut comprendre quelles sont les chaînes de la relation. Cela n'est pas improvisé, ça ne change pas d'un jour à l'autre. Avec les États-Unis, nous avons une relation qui remonte à beaucoup d'années. Dans le passé, les plans Colombie, qui a été très important au début de ce siècle, nous avons des relations qu'il faut protéger, qu'il va devoir euh, curer parce qu'elles sont cassées. Le président Petro veut qu'on lui enlève le visa pour dire que nous allons affronter avec le peuple latino-américain. On va affronter à Trump pour dire on va être le peuple latino-américain. Cela est un délire. Il se comporte de cette façon. Donc, on arrive à quoi avec cela? Avec des dégâts sérieux. Il faut revenir vers la prudence, à parler quand il faut parler, à établir des relations qui existent déjà. Depuis plusieurs années, nous avons des relations avec le Congrès des États-Unis, nous avons des interactions avec certains congressistes des États-Unis. Il faut recomposer cela. Le 30% des exportations de la Colombie va vers les États-Unis. Donc, qu'on aime Trump ou pas, ça, c'est pas un problème à résoudre. Il faut agir avec intelligence pour résoudre la situation de la Colombie. Au milieu de ce chaos, nous avons des avantages. Nous avons que 10% des taxes maintenant imposées. Le Brésil a les 50%. Donc, cela est avantageux pour nous. Le café de la Colombie, voilà, on va gagner. Il faut penser, réfléchir avec intelligence. Avec la Chine, par exemple aussi, il faut avoir des relations avec Chine. L'Amérique latine entière doit avoir des relations avec la Chine. Il est important d'avoir aussi des relations avec le sud-est de l'Asie, avec la Chine. Il faut pour cela avoir la capacité d'exportation, la capacité de production. Il faut produire et exporter. OK, ils sont allés en Colombie, ils sont allés en Chine et ils ont ramené quoi? Rien. Ils ne nous ont même pas logés et cela n'est pas un sport. Nous ne sommes pas en train de jouer un sport superficiel. Il faut se préparer, il faut s'organiser, il faut comprendre et savoir négocier, il faut comprendre comment établir des relations avec d'autres pays. Et cela ne veut pas dire que nous sommes en guerre avec les États-Unis. Cela est la bêtise la plus grande qu'on pourrait faire. Et c'est là est la forme dans laquelle nous allons travailler avec intelligence, avec prudence, avec sérieuxté, avec rigueur. Gouverner est difficile. On parle de la présidence de la Colombie. Je pense qu'on va nous désertifier peut-être d'une forme modérée, j'espère, les prochains 7 août. On va falloir résoudre beaucoup de relations, mais cela ne peut pas être le cas. Les relations avec le Venezuela, Maduro dit qu'on va intégrer l'armée de la Colombie et de Venezuela. Et le président Petro parle de la grande Colombie de Bolivar. Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà une petite question pour une petite réponse. Vous emphatisez l'expérience, la rigueur, la connaissance comme soutien pour construire la politique extérieure de la Colombie. Cela va et touche directement à la discussion de notre service diplomatique. Je pense que dans le monde, il y a 3 modalités pour cela. Un service sans restriction, qui est un modèle colombien, 20% minimum d'ambassadeurs des carrières et tout le reste doit être pour nommer politiquement. Et les autres modèles partent du 50-50, chercher de la flexibilité pour l'entrepreneuriat et les personnes qui sont partie du monde international, mais qui peuvent aussi être partie du service diplomatique. Et comme le Brésil, le troisième modèle, elle, est 100%. Quelle est votre préférence?
Moi, je pense que je préfère ce qu'il y a déjà. Moi, je pars comme président, pas comme analyste, et vous pouvez parler comme analyste, je le comprends. Ce qu'on a maintenant est ce qu'on a. Il faut augmenter la carrière diplomatique, il faut renforcer les régions de la Colombie pour que les autres peuvent participer aussi. Je pense que, et vous le savez très bien, les études internationales ont grandi. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'étudier les sciences politiques, les relations internationales. Ils peuvent entrer dans cette carrière. Il faut l'amplifier, il faut l'éteindre. Dans notre pays, nous, pardon, on est en train de m'interrompre. Je suis dans la maison de ma petite sœur. Elle m'a dit, je lui ai dit, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, mais elle est en train de m'offrir quelque chose parce que, bien sûr, quand je suis ici, elle me protège. Mais désolée, je, je veux être sérieux ici, mais voilà, c'est la situation. Donc, je disais, nous avons des fonctionnaires avec beaucoup de la valeur, mais il faut amplifier cette carrière. C'est là et le pas qu'on veut suivre. Donner de la motivation et soutenir la carrière diplomatique. Je connais beaucoup de personnes qui peuvent entrer dans cette carrière. On a amélioré cela, mais ce gouvernement est une calamité. C'est vraiment, c'est la pitié. Je suis désolée, je ne veux pas parler de cela, mais 4 chanceliers, est-ce que vous savez ce que cela veut dire pour les relations internationales? Il va à n'importe quel pays. Je peux rien dire de la nouvelle chancelière, mais elle va se présenter à nouveau. Avant, il y avait Lara Saravia, avant, il y avait Murillo. Donc, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut nous prendre au sérieux avec cette structure? Apparemment, maintenant, cela est un sport, mais ce n'est pas un sport. Gouverner est difficile. Bien sûr, nous sommes dans une démocratie et cela a été choisi, mais il est difficile de gouverner est difficile. Je ne veux pas dire que gouverner est une pitié et je dois être président de la Colombie parce que c'est un poids. Non, bien sûr, c'est aussi intéressant et passionnant. Oui, Sergio, une toute petite question. Vous savez que pour certains, l'Amérique latine doit occuper une position plus neutre dans les sujets internationaux. Les présidents actuels du gouvernement de la Colombie entrent souvent, au moins sur Twitter, dans les sujets du Moyen-Orient, pas vraiment sur l'invasion de la Russie, de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que les rôles que la Colombie doit jouer dans l'Amérique latine, dans le monde, devraient être? Est-ce que la Colombie doit occuper une position plus active? Je pense qu'il faut appliquer de la sériété. Ce n'est pas juste parce que le président est dans une conversation qu'il doit casser les relations internationales avec un pays. Cela ne peut pas dépendre des mégots personnels d'un autre président. La Colombie doit avoir une relation avec le Pérou, par exemple, la relation qu'on avait avec le Pacifique, Mexique, le Pérou, le Chili. Il est important de travailler en bloc, mais nous avons un problème latino-américain, l'incapacité de mettre de l'ordre dans les choses. On se mêle avec les émotions, les relations, les intérêts de notre pays. Donc, il faut appliquer de la sérieuxité à cela. Je suis le président de la Colombie et où j'entre en relation avec le monde, je vais défendre les intérêts de mon pays. Donc, OK, si on cherche des alternatives pour travailler avec d'autres pays, c'est important. Pour la thématique des médicaments, cela a commencé avec le COVID, avec la pandémie. Si on était capable, comme latino-américains, de se réunir comme des pays pour acheter les médicaments comme pays, en tant que pays, les acheter, on pourrait avoir des prix beaucoup plus bas. Mais ici, le président n'a pas aimé les présidents de l'autre pays, ben, les relations est terminée. Et ça, c'est une médiocrité de notre part. C'est un problème que nous avons et cela est coûteux
parce que tout le monde doit faire le même processus indépendamment. Donc, je veux avoir des relations sérieuses avec beaucoup de pays. Bien sûr, j'aime des personnes plus que d'autres, mais la Colombie va être un exemple pour l'Amérique latine et pour le monde. On va travailler ici. Et c'est là que je crois et je veux faire cela. Je vois Martha, donc j'imagine qu'on va devoir terminer. Bien sûr, c'était juste 1 heure. Donc, merci beaucoup, Sergio. Merci, Sandra, et merci, Kenneth, pour cette énorme conversation. Merci beaucoup, tout le monde, pour nous avoir rejoints dans cette réunion. On va se voir dans les réseaux sociaux pour recevoir des nouvelles sur le prochain épisode de cette série. Nous allons avoir la prochaine réunion le 8 décembre avec les congressistes Daniel Carvalho, Cathy et Jennifer Bazrasa. Nous allons parler par rapport au centre de la Colombie ou comment ils veulent le dire. Est-ce que je peux dire juste un petit mot? Bien sûr, nous sommes en politique. Bien sûr, il faut se vendre. Donc, votez pour moi. Pour les personnes qui sont en train de les écouter, sachez-vous que nous allons sortir de ces silences. Il faut commencer à parler. Nous allons voir la force des personnes qui sont silencieuses maintenant. Et ici, vous avez le président de la Colombie. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tout le monde. Les vidéos vont être en ligne et merci pour nous avoir accompagnés. Bonne journée. Au revoir.